Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Charlotte Martial, la DMT et les expériences de mort imminente, épisode unique. Aujourd'hui, vous allez entendre la neuropsychologue Charlotte Martial, qui travaille au sein du Coma Science Group à l'Université de Liège en Belgique. Elle va nous parler d'une étude à laquelle elle a participé, sur les phénomènes communs qui existent dans deux types d'expériences. L'expérience de la DMT, une drogue psychédélique puissante, et les expériences de mort imminente, les EMI. C'est une étude réalisée par une dizaine de chercheurs de l'Imperial College de Londres et de l'Université de Liège, sous la direction de Robin Carhart-Harris, qui est l'une des figures de la recherche psychédélique actuelle. Ça fait un certain temps que des chercheurs ont noté des points communs entre les récits de DMT et ceux de mort imminente, et cette étude a confirmé qu'on pouvait noter en effet un certain nombre de recoupements. Charlotte Martial va nous expliquer l'intérêt de réaliser une telle étude et à quoi ces résultats peuvent servir. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je m'appelle Charlotte Martial, je suis neuropsychologue et chercheuse postdoctorante au Coma Science Group. C'est une équipe multidisciplinaire qui fait partie du Giga Consciousness, basée ici à l'Université de Liège en Belgique. Et donc moi je suis spécialisée dans les états de conscience altérés, notamment je mène toutes les recherches qui s'intéressent aux expériences de mort imminente. Une expérience de mort imminente, c'est vraiment une expérience subjective qui est particulière dans le sens où il y a vraiment des caractéristiques prototypiques à ces EMI qui reviennent. Donc vraiment des éléments qui reviennent de façon récurrente dans les différents témoignages. Par exemple, dans ceux qui sont plus fréquemment rapportés, il y a ces fameuses expériences de décorporation, on a l'impression de sortir de son corps. Il y a également cette vision d'un tunnel, d'une lumière brillante également, le fait de rencontrer des entités ou des personnes qui sont décédées. Souvent, la sensation de bien-être qui est également rapportée. Donc voilà, on a vraiment toute une série de caractéristiques prototypiques aux EMI. Il y a également, dans ceux qui sont moins souvent rapportés durant l'EMI, la revue de vie, où donc la personne va revoir ou revivre certaines scènes qu'elle a vécues dans le passé. Il y a également la perception du temps qui est altérée, etc. Alors, je dirais qu'il y a deux volets à nos études qui s'intéressent aux EMI. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux récits que les personnes qui ont vécu une EMI vont nous apporter. Donc, dans un premier temps, on a des récits et on peut alors réaliser différents types d'analyses sur ces récits. Des analyses plutôt quantitatives où on va s'intéresser à la fréquence des mots, etc. Ou plutôt des analyses quantitatives où donc là, on va scruter le récit et faire ressortir les différentes thématiques qui reviennent le plus fréquemment, par exemple. Donc voilà, dans un premier temps, on s'intéresse aux récits. On va également faire passer des questionnaires aux personnes qui ont vécu une EMI. Donc là, habituellement, on utilise des questionnaires standardisés, donc des questionnaires qui ont été développés par des chercheurs dans le but d'étudier certaines spécificités de l'expérience ou de la personnalité de la personne qui a vécu une EMI, etc. Et dans un deuxième temps, on va également essayer de mieux comprendre les potentiels mécanismes neurophysiologiques sous-jacents à ces expériences-là. Alors évidemment, en tant que chercheuse, je ne suis pas là quand une personne vit une expérience de mort imminente, parce que donc cette expérience-là est vécue dans un contexte d'arrêt cardiaque, un traumatisme ou un autre contexte assez particulier.
Et donc, on doit développer des techniques pour essayer de comprendre ces expériences en laboratoire. Et notamment avec l'équipe, on a utilisé différentes méthodes comme l'hypnose, la réalité virtuelle ou l'utilisation de certaines substances psychédéliques en laboratoire. Et donc, comme ça se passe en laboratoire, on peut utiliser certaines techniques de neuroimagerie ou certaines techniques neurophysiologiques comme l'EEG. Et donc ça, on va pouvoir corréler les données qu'on obtient via ces techniques de neuroimagerie avec le rapport subjectif que la personne va nous donner. Il y a différentes recherches qui ont montré cette similarité, qui ont mis en évidence cette similarité entre l'expérience subjective, donc le vécu vraiment subjectif d'une personne qui va prendre une substance psychédélique au vécu subjectif qui est rapporté dans un contexte comme un arrêt cardiaque ou un trauma où la personne va avoir vécu une EMI. Et donc, en fait, on est parti de cette ressemblance, de cette similarité entre les psychédéliques et les EMI pour se dire, voilà, on va pouvoir, comme les substances, on peut bien sûr les utiliser en laboratoire, on va pouvoir utiliser la substance psychédélique comme un outil pour mieux comprendre les états de conscience altérés comme l'expérience de mort imminente. Et donc ici, c'était vraiment une belle collaboration avec l'Imperial College London, donc l'équipe du docteur Robin Carr-Harris, qui est vraiment une des équipes pionnières dans le domaine. Et donc là, on a notamment décidé d'utiliser la DMT parce que la DMT est donc une drogue sérotoninergique connue pour induire une expérience subjective qui ressemble aux EMI. L'idée, c'était d'utiliser les témoignages qu'on avait ici à Liège. Donc, on a une grosse base de données, on a plus de 2000 témoignages maintenant d'EMI, entre guillemets, classiques. Et on a pu comparer ce qui avait été vécu en laboratoire à Londres aux expériences de mort imminente, entre guillemets, classiques qu'on a collectées ici au laboratoire à Liège. Comme on était en laboratoire et en tant que chercheur, on aime beaucoup tout ce qui est standardisé, les chiffres, etc. Donc, on a utilisé une échelle standardisée qui permettait d'identifier les différentes composantes prototypiques aux EMI. Donc, on a fait passer cette échelle et après, on a pu donc analyser ces données et mettre en évidence qu'en fait, ici, c'était une échelle contenant 16 items, donc 16 caractéristiques prototypiques aux EMI. On a donc observé que les 16 items de cette échelle prototypique aux EMI ont été cochés par les participants à la suite de la prise de drogue DMT. Néanmoins, on a juste observé qu'une des composantes de cette échelle, qui était cette notion de frontière, donc le fait d'avoir l'impression d'avoir été jusqu'à une frontière, dans les EMI évidemment décrite comme la frontière entre la vie et la mort, cet item a été néanmoins moins souvent rapporté par les participants qui ont pris donc de la DMT. Donc il y a vraiment un overlap, un chevauchement important entre les items, les caractéristiques prototypiques aux EMI en DMT. Il faut savoir que le corps humain produit du DMT de lui-même, comme de nombreux autres organismes vivants. Mais pour le moment, la quantité qu'on a retrouvée dans le cerveau est très faible, trop faible pour provoquer des effets psychotropes. Mais il existe cette idée qu'à des moments de stress extrême, comme ceux qui précèdent la mort, le corps produit du DMT ou alors une autre substance similaire. L'idée ici, c'était vraiment d'utiliser la substance comme outil pour mieux comprendre les EMI. Et donc, nous maintenant, en voyant en ayant observé qu'il y a vraiment un chevauchement important dans ce qui est vécu sous DMT versus dans les expériences de mort imminente, entre guillemets, classiques, on va pouvoir, nous, en tant que scientifiques, poser des hypothèses un peu plus sûres. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va faire l'hypothèse, dans le cadre des expériences de mort imminente, que quand l'être humain est proche de la mort, dans une situation critique, il pourrait notamment y avoir une substance endogène qui aurait les mêmes mécanismes que la DMT, qui donc agirait et induirait une expérience subjective qui
qui serait donc rapportée comme étant une EMI. Donc nous, voilà, c'est vraiment ça le principal, d'utiliser des substances psychédéliques en laboratoire, ou ça peut être d'autres techniques bien sûr, mais c'est vraiment de pouvoir poser des hypothèses un peu plus précises sur les mécanismes neurophysiologiques associés aux EMI, parce que comme je le disais précédemment, donc on n'est pas là en tant que chercheur quand la personne vit une EMI, donc on est vraiment limité, mais si on veut comprendre cet état de conscience altéré bien particulier, on va devoir utiliser des techniques comme ceci. La recherche avance pas à pas, mais il y a encore beaucoup à faire. Le lien qu'on peut faire néanmoins, c'est que certaines études ont montré que chez les rats, lors d'un arrêt cardiaque, il y avait une synthétisation et une libération de DMT lors de cette situation de crise. Et donc nous, on peut faire le lien évidemment chez l'humain qui aurait donc notamment durant un arrêt cardiaque qui est vraiment le contexte dans lequel le contexte classique entre guillemets dans lequel une EMI peut être rapportée, qui aurait donc cette libération de DMT. Le problème ici, c'est qu'évidemment ça peut être réalisé que chez les rats, mais que en utilisant de plus en plus ces modèles animaux, on sait à quel point on peut faire un lien avec l'être humain, mais voilà, c'est évidemment limité et il faut prendre entre guillemets des pincettes quand on fait des conclusions comme ça. Mais voilà, pour une thématique comme les EMI, c'est déjà un premier pas pour nous et ça nous permet quand même d'avancer vers des hypothèses neurophysiologiques bien spécifiques. On parle beaucoup des psychédéliques dans un contexte thérapeutique, mais on voit ici qu'ils peuvent aussi être utilisés dans de la recherche plus fondamentale. J'ai d'ailleurs demandé à Charlotte Martial ce qu'elle attendait de ces résultats. Une avancée scientifique théorique ou alors d'éventuelles applications concrètes. Oui, je dirais que c'est les deux. Donc nous, dans un premier temps, bien sûr, c'est évidemment intéressant d'étudier les EMI pour mieux comprendre la conscience humaine. Donc vraiment mieux comprendre pourquoi un être humain et comment un être humain qui se trouve dans une situation critique va en fait vivre toute une réalité rapportée de façon intense en plus et qui souvent, les EMI vont vraiment changer la vie de la personne dans la plupart des cas. Donc vraiment comprendre comment une personne qui est allongée en train d'être réanimé, par exemple à la suite d'un arrêt cardiaque, va avoir toute une conscience entre guillemets interne et va vivre toute une série de choses intenses. Donc dans un premier temps, bien sûr, ça nous aide à mieux comprendre la conscience et ce lien avec le cerveau. Et puis dans un deuxième temps, bien sûr, l'idée c'est de mieux comprendre ces EMI pour déjà en parler plus. Bon, la situation change d'année en année, mais il faut savoir que certains cliniciens ont parfois difficile toujours à parler de ça. C'est toujours pas quelque chose qui va être screené, qui va être inclus dans le suivi clinique, etc. à l'hôpital ou hors hôpital. Donc voilà, ça je pense que c'est important qu'on travaille sur cette thématique pour faire parler des EMI, faire savoir que ça existe, que ça peut avoir un impact chez la personne qui le vit, etc. Et puis bien sûr l'idée, notre but entre guillemets plus ultime, ce serait de pouvoir utiliser ce talent où on sait que l'être humain on va pouvoir induire chez l'être humain des expériences subjectives habituellement vécues comme très positives en laboratoire, et donc ça pourrait être induit dans un contexte thérapeutique où par exemple une personne pourrait par exemple être effrayée de mourir parce qu'on sait que donc ces expériences-là peuvent aider à avoir moins peur de la mort, ce genre de choses. Il y a également pour discuter de façon plus générale, ici notamment au CHU de Liège, mais je sais que ça se fait ici, également dans d'autres laboratoires, dans d'autres hôpitaux. On peut utiliser d'autres états de conscience altérés qui sont liés, la transe, l'hypnose, la méditation, toutes des états de conscience altérés qui peuvent induire des éléments qui ressemblent aux EMI ou à ce qu'on vit sous drogue. Et ça, c'est déjà utilisé chez certains types de patients, comme des patients dépressifs ou des patients qui souffrent d'un cancer. Et donc voilà, ça c'est toutes des techniques, entre guillemets. On peut voir les états de conscience altérés comme des techniques pour induire vraiment des émotions positives et aider de façon ultime la personne à vivre ce qu'elle est en train de vivre.
C'est intéressant de voir que ces différents états de conscience altérés qui sont induits de façon différente, avec des substances, mais ça peut être également sans substance, bien sûr, comme la transe, où on va utiliser son et les mouvements pour induire cet état de conscience altéré. C'est vraiment intéressant de voir qu'en effet, les frontières entre ces différents états sont assez floues, en fait. Et je pense que c'est bien qu'on travaille de plus en plus là-dessus, parce que on a eu aussi, je pense, dans le milieu médical, l'habitude d'utiliser vraiment des substances pour guérir, pour induire une anesthésie, etc. Mais il faut pas oublier qu'aussi l'être humain a vraiment ce talent, on aime bien utiliser ce mot ici dans notre équipe, a vraiment ce talent pour induire un état de conscience altéré et en fait surmonter lui-même, sans substance peut-être, des situations difficiles ou une souffrance, qu'elle soit physique ou mentale. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant et que ça peut être vraiment considéré comme un bel outil pour la société. En plus que ça peut avoir vraiment des conséquences positives et que la personne, entre guillemets, peut peut-être avoir un plus grand contrôle sur ce qu'elle est en train de vivre. Parfois pas toujours, évidemment, mais je veux dire, elle peut elle-même induire de la façon dont elle souhaite cette expérience subjective positive et voilà, avoir entre guillemets un certain contrôle. Je pense que ça, c'est juste extraordinaire et qu'on a peut-être trop oublié ici cette dernière dizaine d'années, dans quelle mesure l'être humain peut en fait être capable de créer ces outils lui-même. C'est intéressant aussi de noter qu'avec ces recherches, la science va explorer des domaines qui relevaient jusqu'à présent de la religion, ce qui ouvre des champs d'exploration encore quasiment vierges. C'est toujours très stimulant pour l'imaginaire parce qu'on se demande vraiment ce qui va sortir de tout ça. Là, du coup, je suis bien placée, entre guillemets, pour répondre, vu que je travaille sur les EMI qui, en effet, il n'y a pas si longtemps, étaient plutôt du domaine des croyances religieuses et ou de la philosophie même. Et donc, et à l'heure actuelle, c'est toujours parfois critiqué qu'on travaille sur les EMI, parce qu'il faut savoir aussi que, par exemple, la littérature sur les EMI existe depuis maintenant environ, enfin, tout a démarré avec la publication du livre du docteur Moody en 1975, où il rapportait des témoignages d'EMI. À la suite de ça, il y a vraiment eu le début de la littérature scientifique sur les EMI, mais toujours avec un débat, notamment sur cette preuve de vie après la mort, vu que les personnes qui vivent une EMI vont habituellement, mais pas toujours, c'est pas toujours le cas, bien sûr, interpréter cette expérience comme une preuve de vie après la mort. Alors, évidemment, à l'heure actuelle, on n'a pas encore de preuve empirique qu'il s'agit en effet d'une preuve de vie après la mort, mais voilà, il y a toujours eu ce débat autour des EMI, et donc maintenant que la science étudie les EMI de façon scientifique et rigoureuse, voilà, évidemment, entre guillemets, on rapporte les débats qui sont en cours, et donc on pose cette question également, et je ne sais pas si un jour on aura la réponse à cette question, si les EMI sont vraiment ce qui se passe après la mort, mais c'est sûr que oui, ça touche aux croyances religieuses. Comme je le disais aussi précédemment, les EMI vont vraiment avoir un impact sur la vie de la personne, et donc ce sont des expériences qui sont habituellement ressassées. La personne va interpréter, réfléchir, vouloir parfois trouver des explications à ce qu'elle a vécu, etc. Et ça, j'ai envie de dire, chaque personne va aller lire et piocher les informations qui l'intéressent. Mais donc oui, après je pense qu'aussi de façon plus générale, on est de plus en plus ouvert dans les terres scientifiques, et puis on montre de plus en plus que ce qu'on vit sous drogue, et en fait il y a vraiment un lien à faire avec ce qu'on peut vivre quand on est proche de la mort. Donc voilà, ça ouvre évidemment plein de questions, et plus on travaille là-dessus, plus on a de questions, et c'est évidemment lié à la conscience humaine, aux états de conscience altérés que l'être humain peut vivre dans la vie de tous les jours.
c'est juste passionnant. Et puis c'est ça, grâce notamment aux techniques de neuroimagerie et à d'autres types de techniques électrophysiologiques. Ce qui est bien, c'est que maintenant on a certains outils pour mieux comprendre le cerveau, etc. Alors bien sûr, on est toujours limité par les techniques qu'on utilise, vu qu'elles vont étudier quelque chose en particulier et donc pas autre chose. Mais voilà, c'est aussi, je pense, grâce au développement de ces techniques qui étudient le cerveau, qu'il y a un boom dans la recherche sur la conscience. Donc oui, il y a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup à Charlotte Martial d'avoir partagé tout ça avec nous. Il faut savoir que le Coma Science Group va prochainement lancer d'autres recherches avec des psychédéliques. Ils vont notamment étudier si la psilocybine peut aider les patients atteints de troubles de la conscience, par exemple après un AVC. Dans le prochain épisode, on entendra le témoignage d'un teufeur des années 90. Il nous racontera comment la découverte des free parties et des acides a bouleversé son existence. D'ici là, portez-vous bien.